Alors je vais parler effectivement de réalité virtuelle et puis je vais illustrer avec une étude qu'on fait actuellement à Broca, dans le Living Lab, qui est une étude sur le syndrome de Diogène, qui a d'ailleurs été inspirée par Laurence Hugonneau, qui est psychiatre, que vous connaissez sans doute pour un grand nombre d'entre vous, et qui suit une grande cohorte de personnes âgées souffrant de syndrome de Diogène, et qui a travaillé en particulier avec Jean-Claude Montfort, qui a également beaucoup travaillé sur le sujet. Alors déjà, la réalité virtuelle et ses usages en thérapie, notamment chez les personnes âgées. Donc la réalité virtuelle, elle est surtout, vous voyez, depuis les années 80-90, et c'est l'immersion en fait de l'individu dans un environnement 3D pour créer des échanges interactifs qui vont être proches de la réalité. Et alors, très souvent, ce qui est utilisé, c'est un casque sous la supervision en particulier d'un thérapeute, et l'intérêt c'est que ce soit sécurisé et écologique, puisque la personne est dans l'environnement et donc ne se trouve pas dans une situation dangereuse. Par exemple, si par exemple on veut traiter les phobies ou pour les peurs de la hauteur ou se trouver avec des animaux qui peuvent être inquiétants. Alors, ce qui est important dans la réalité virtuelle, c'est la sensation de présence, l'impression d'être vraiment dans l'environnement et le fait que, voilà, l'immersion et la sensation de présence qui fait, plus que le réalisme de l'environnement, qui va avoir un rôle important, et notamment en thérapie, et notamment dans tout ce qui est phobie. C'est l'idée que ça reproduise, en particulier la situation anxiogène, qui est proche de la réalité et qui va permettre, notamment en thérapie cognitive ou comportementale, de progressivement s'immerger dans des situations de plus en plus anxiogènes que l'on reproduira ensuite dans la vraie vie. Alors ça a avant tout été utilisé dans les protocoles de thérapie cognitive ou comportementaux, notamment pour les troubles anxieux, notamment en premier lieu bien sûr pour les personnes jeunes, notamment dans les phobies et le stress post-traumatique. Donc ça a essentiellement été utilisé pour les thérapies cognitivo-comportementales dans ces situations d'anxiété. Et puis, pour ce qui est plus particulièrement des personnes âgées, ça commence à être utilisé depuis quelques années avec une bonne acceptabilité, des résultats positifs. Et en thérapeutique, ça a été utilisé notamment pour l'entraînement cognitif, la réhabilitation cognitive, avec de bons résultats sur la mémoire et sur l'attention, notamment dans la rééducation des accidents vasculaires cérébraux. Et c'est utilisé aussi, il y a un certain nombre d'études qui apparaissent sur la rééducation motrice des troubles de l'équilibre, et notamment on avait travaillé sur la peur des chutes, qui est une sorte d'équivalent du stress post-traumatique, avec là aussi la possibilité, sur un mode proche de la thérapie cognitive ou comportementale, de s'immerger dans l'environnement et progressivement de prendre de l'assurance et de pouvoir ensuite de nouveau être assuré et remarcher dans la vraie vie, dans un environnement naturel. Alors, je vais vous donner l'exemple du syndrome du Diogène sur lequel on travaille actuellement. Donc, le syndrome du Diogène, vous le savez, c'est ce qui s'appelle aussi un trouble de l'accumulation compulsive. On s'aperçoit en fait que dans nos consultations, c'est un syndrome extrêmement fréquent. Il est évalué à plus de peut-être de 5% chez les personnes âgées. Et il est souvent ignoré parce que les gens sont anosognosiques, ils ne savent pas qu'ils souffrent de ce syndrome, et c'est souvent en les interrogeant: est-ce que vous avez tendance à accumuler des choses, est-ce que vous avez du mal à jeter, que l'on s'aperçoit qu'il peut y avoir ces manifestations. Et ces manifestations de troubles d'accumulation compulsif, donc c'est des difficultés persistantes à jeter ou se séparer des objets, le besoin ressenti de conserver les objets et une souffrance associée
au fait de jeter, l'accumulation d'objets qui envahissent et qui encombrent les lieux d'habitation, ce qui fait que souvent en fait, la maison va devoir être dégagée par des tiers, la personne étant incapable elle-même de jeter, et ça entraîne beaucoup de détresse avec une altération du fonctionnement social, familial et professionnel pour les plus jeunes. Alors, on travaille à l'hôpital Broca dans ce qu'on appelle un living lab. Il y a une petite unité de recherche et puis un centre d'expertise nationale sur la stimulation cognitive. Marc Valpino et Samuel s'en occupent comme directeurs. Et il y a une équipe multidisciplinaire avec notamment des ingénieurs qui aident pour développer ce type d'environnement ou qui, dans l'occurrence, on a plutôt choisi des environnements qui existaient déjà, qui ont été adaptés. Et puis, on a fait appel à des experts, des psychiatres qui connaissent bien le domaine. Laurence Huguenot-Vienner, je vous en ai déjà parlé, qui est psychogériatre. Cécile Anon, qui est la sœur d'Olivier, qui est également une psychiatre brillante qui travaille chez M. Limousin. Véronique Lefebvre, de même, Jacques Goyard, qui sont également des psychiatres. Et puis des gériatres, Mathieu Picoling, contre Grelle. Et puis, en fait, cette étude a été financée par Leroy Merlin, qui est très intéressé, parce que si on jette, et ben, après on rachète. Hein, donc, voilà, qui a financé cette étude. Alors, comment on a fait? Il y a très peu d'études sur le sujet. Habituellement, comment ça se passe pour les syndromes de Diogène? Habituellement, c'est des thérapies cognitivo-comportementales très longues, dont les résultats sont beaucoup moins satisfaisants, par exemple, que dans tout ce qui est phobie. Pourquoi? Parce que les gens sont déjà anosognosiques. Et puis, par ailleurs, souvent ça s'associe à d'autres pathologies, ce qui fait que les thérapies, qui sont souvent des thérapies qui associent une thérapie cognitivo-comportementale et une thérapie de soutien, nécessitent parfois jusqu'à 60 séances, et même avec des résultats incertains, dans la mesure où un grand nombre de patients, peut-être la moitié, arrêtent la thérapie. Donc l'idée de Laurence Huguenot était après avoir lu donc une publication canadienne qui a commencé un petit environnement virtuel et qui s'est aperçu que lorsqu'on faisait un petit espace virtuel proche de personnalisé, finalement on se retrouvait dans une situation avec l'inconfort et l'anxiété à jeter, et donc on reproduisait les circonstances, la situation habituelle du quotidien de la personne, et donc ça pouvait être un bon environnement. Et effectivement, ils se sont rendus compte que ça permettait de sensibiliser les personnes et que ça les aidait à mettre en place des stratégies de gestion de ces accumulations, de ce désencombrement, et donc ça pouvait aider en particulier à caractériser des répondants. Alors dans un premier temps, on s'est dit on va faire plein de photos du lieu, de la personne, et puis ça sera modélisé avec des outils d'intelligence artificielle, mais malheureusement on n'en est pas du tout là. Les outils peuvent modéliser une maison quand elle est vide, mais quand il y a un bazar incroyable, c'est totalement impossible. Et puis par ailleurs, c'est une technique un peu difficile parce que c'est très intrusif et les gens, comme vous le savez, n'aiment pas qu'on entre dans leur maison. Alors, dans un premier temps, on a testé des environnements virtuels existants. Et il y a eu déjà des éléments intéressants, c'est-à-dire que l'utilisabilité, les personnes âgées, là c'était des gens qui avaient pas des old, hein, entre 65 et 80 ans, utilisent ce casque volontiers, sans nausée. Par contre, ils avaient des difficultés à prendre les objets dans des environnements existants où on avait déjà mis des objets, et à se téléporter. Se téléporter, vous savez, en environnement virtuel, c'est pointer pour pouvoir aller d'un endroit à l'autre. Ils ont des difficultés à prendre les objets, notamment parce qu'il faut qu'ils se baissent. Effectivement, il faut se baisser, et il y a un risque de chute qui n'est pas très satisfaisant. Par ailleurs, on s'aperçoit qu'il faut vraiment une large bibliothèque d'objets pour personnaliser le désordre, bien sûr. Et puis, effectivement, on s'aperçoit que de détruire les objets, c'est stressant, et les espaces vides, c'est stressant. Et donc, on a fait un deuxième prototype, et à ce moment-là, on a interrogé le groupe d'experts qui a
insisté sur le fait qu'il fallait vraiment que le patient prenne en charge sa thérapie avec la notion d'empowerment. Il fallait bien sûr des objectifs limités et progressifs, adapter les exercices au profil, pas trop de situations stressantes ou très progressivement, utiliser un espace restreint sans déplacement, jeter dans les poubelles plutôt que détruire, et on a évité les patients qui avaient des psychoses. Donc on a utilisé un outil qui est proche de celui des Sims, qui s'appelle BuilderKit, et l'idée là, ça a été pour permettre que le patient s'approprie son espace, c'est de choisir une pièce. Donc, en vert, vous voyez le logiciel. Le patient, dans un premier temps, dessine la pièce qui pose problème. Par exemple, le salon, ça n'est pas trop intrusif. Et dans le salon, il y a souvent beaucoup d'objets présents. Et le patient va donc dessiner son salon et on va pouvoir le reproduire. Les ingénieurs peuvent le reproduire sur l'environnement virtuel. Et un point qui est très important, c'est d'une part que la pièce ressemble à celle de la personne et que les meubles soient au bon endroit. Ensuite, la personne va choisir de nombreux objets, des objets qu'il a tendance à accumuler, avec des piles d'objets et puis des objets qui vont pouvoir être mobilisés et jetés en fonction des souhaits du patient. Et donc, on crée ainsi en 1 heure avec le patient une pièce, la pièce la plus encombrée, en général le salon, et ça permet de valider avec le patient donc ceci. Alors, la création de l'outil de modélisation, c'est cette pièce, le patient s'aperçoit que donc à partir de là, on l'a créé, pas de téléportation, hein, et puis l'injonction d'une grande pince à saisir pour que le patient n'ait pas se baisser et avec un risque de tomber. Et puis on a mis des sacs, un sac magique, et puis des poubelles parce qu'on s'aperçoit qu'il y a souvent 2 étapes. On met déjà dans un sac, et puis souvent les sacs traînent et on ne met pas dans la poubelle. Donc pour progresser, il faut non seulement faire un sac, mais ensuite le mettre dans la poubelle. Et puis ensuite, il y a l'espace est encombré automatiquement. Hein, le patient arrive dans un espace qui est encombré automatiquement avec des objets qui existent dans sa vraie vie et qu'il choisit parmi une bibliothèque d'objets très importante. Alors ensuite on a évalué avec donc 6 patients avec des séances successives. Qui, comme je vous disais, ont entre 65 et 80 ans. Alors, sur le plan de l'utilisabilité, les personnes âgées ont une certaine difficulté en réalité virtuelle à se représenter les dimensions, donc ils hésitaient un petit peu au début. Les manettes pour construire sont un petit peu difficiles, mais ils y arrivent. En tout cas, ce qui est très important, c'est qu'après avoir fait la pièce, ils ont vraiment le sentiment d'être chez eux, en particulier par la disposition des meubles, c'est vraiment ça qui est essentiel. Et les pièces vides sont vraiment difficiles à accepter, ce qui est vraiment ce qu'on souhaite, c'est-à-dire provoquer l'anxiété, le sentiment de malaise, qui va faire que la thérapie va être utile, puisqu'on sera vraiment dans une exposition. Alors, je vais vous montrer la petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc ça part, oui. Donc le patient monte donc sa pièce, hein, la pièce est montée et est organisée avec le logiciel de BuilderKit et le patient va donc mettre ensuite tous les meubles qui correspondent à ce qu'il souhaite. Voilà, elle est très courte, hein, je crois qu'elle fait 2 minutes. Voilà, donc d'abord il fait la pièce et puis ensuite il met les meubles qui sont chez lui. C'est vraiment l'aspect le plus important. Voilà, donc c'est assez plaisant, ça met 1 heure. Voilà, et ensuite, donc ça c'était une de nos chercheuses, qui donc ensuite le patient a tout son environnement, a mis donc les objets qui correspondaient les plus aux objets qu'il a chez lui, et donc il va mettre avec sa pince, il pique, et il met dans le sac magique, et ensuite dans la poubelle. Donc voilà comment ça se
passe. Et pour finir, quelques éléments correspondant au retour des personnes. Donc, les personnes, donc voilà, je vous l'ai montré. Quelques verbatims. Déjà, effectivement, ça suscite l'anxiété, hein, avec des commentaires vraiment propres à ce que disent les patients quand ils se trouvent dans cette situation. Non, mais je vais pas jeter. Il s'agit vraiment des faux objets, hein, et les gens disent non, je ne vais pas jeter cet objectif photo, on ne sait jamais s'il ne pourrait pas être utile, je ne vais pas jeter cette chaussure, elle pourrait toujours être utile dès que je retrouverai l'autre. Voilà. Et puis, un point important, c'est que ça permet, pour un certain nombre de personnes, ça leur a permis de prendre conscience, en fait, parmi les 6 patients, l'un a pu se prendre conscience, alors qu'il n'en avait pas véritablement conscience du fait qu'il avait ce syndrome de Diogène, qu'il en souffrait, et de voir la pièce remplie puis vide lui a permis de se rendre compte. Alors sur les 6 patients, un a arrêté en cours de route, les autres ont fait 6 séances, l'un, donc ça a été positif parce qu'il s'est rendu compte effectivement il souffrait de ce syndrome, et alors malheureusement on n'a pas eu des photos pour tous, mais ce qui est assez prometteur, c'est que là on a des photos, je vous montrerai juste des photos pour une des personnes. Donc avant la réalité virtuelle, hein, donc vous voyez, là c'est une cuisine extrêmement chargée. Ensuite, on s'aperçoit que progressivement, au bout de la session 4, vous voyez, on commence à voir la cuisinière, l'évier, etc. Ensuite, ça continue à se vider, vous voyez, on voit la table, il reste du bazar, il y a encore la pleure, et puis à la fin, c'est nettement mieux. Et cette personne aussi nous a été très contente de montrer également qu'elle rangeait ses affaires, donc que tout était bien rangé. Donc, juste pour dire, donc ça c'est une méthode tout à fait pilote, hein, mais qui montre que il y a des résultats certainement encourageants pour continuer dans ce sens-là, et que pour ces personnes qui ont des syndromes de Diogène, ça pourrait être tout à fait prometteur, en particulier, certainement pas pour tous, hein, puisque l'un a refusé, mais pour certains qui pourraient être tout à fait répondeurs. Donc l'idée, c'est bien sûr de progresser en montant un protocole, puisque là c'était c'était vraiment les débuts, avec l'idée sans doute d'associer de la thérapie virtuelle et de la prise en charge, en particulier par soutien habituel. Hein, ensuite, de faire évidemment une étude de l'impact en étudiant l'évolution du syndrome de Diogène et de l'anxiété. Et puis l'idée serait également d'adapter l'outil dans une visée préventive et d'enseignement, puisque souvent dans ce syndrome, il faudrait agir avant que les troubles soient installés, hein, avec un outil portable pour l'utiliser par exemple dans des ateliers de prévention, des ateliers pour des personnes pour faire des séances de sensibilisation, et puis des versions jeux pour la formation des aidants qui sont aussi souvent très perturbés par les troubles des proches qui souffrent de ce syndrome de Diogène. Voilà, donc c'est un exemple de réalité virtuelle utilisable pour nous. Si vous avez des patients qui souffrent de syndrome de Diogène et qui souhaiteraient tester la réalité virtuelle, ils sont les bienvenus à Broca, puisque là, en fait, on est financé par la conférence des financeurs. Là aussi, comme disait Gilles Berru, c'est toujours des financements malheureusement très modestes et qui, en aucun cas, malheureusement, ne permettent encore de faire des essais randomisés avec des groupes bénéficiant et des groupes ne bénéficiant pas, mais il ne faut pas se décourager. Voilà, je vous remercie.